Bonjour à toutes et à tous. Je me présente tout d'abord, Dr Hinda Mostfaz, je suis professeure agrégée en biologie de la reproduction au service de BDR CHU Farhat Hached. Je tiens tout d'abord à remercier le bureau de la STJO de m'avoir confié cette conférence pour justement parler de la qualité ovocitaire, comment l'améliorer. Donc, bien évidemment, le développement embryonnaire dépend de la qualité des gamètes, mais principalement de la qualité ovocitaire, étant donné que l'ovocyte il fournit non seulement la moitié du génome à l'embryon, mais également et pratiquement tous les éléments cytoplasmiques qui sont nécessaires pour son développement, à savoir le capital mitochondrial, les transcrits maternels, les protéines, etc. Donc, la qualité de l'ovocyte ou bien la compétence développementale peut être désignée comme étant la capacité de l'ovocyte à achever la maturation méiotique et cytoplasmique, mais pas seulement ça, mais également à soutenir la fécondation, l'expression du génome embryonnaire et son développement pour aboutir à une grossesse évolutive et une naissance vivante. Donc, de ce fait, améliorer la qualité ovocitaire est impératif pour améliorer les résultats d'AMP. Et d'où cette cellule inuit qui est hautement spécialisée occupe une place importante dans la recherche. Mais cependant, on ne dispose pas de tests disponibles pour évaluer la qualité ovocitaire. On n'a pas de biomarqueurs de mauvaise qualité, sauf dans le cadre de la FIV. Donc, de nombreux cas d'infertilité sont souvent qualifiés à tort d'inexpliqués. Alors, le diagnostic il est souvent posé au cours de traitement de FIV, mais seulement si une attention méticuleuse est accordée aux détails embryologiques. Donc, comment peut-on évaluer la qualité ovocitaire? Donc, différentes méthodes ont été développées pour évaluer les qualités ovocitaires. Certains sont invasifs, d'autres non invasifs. Mais les critères morphologiques restent la méthode classique, la plus courante, la plus facile, qui consiste à évaluer la morphologie de l'ovocyte, mais également des cellules du cumulus qui les entourent sous microscope optique, à savoir la forme et la taille de l'ovocyte, les cellules de la granulosa, leur expansion, le nombre de couches et la présence des cailloux des seins, mais également la zone pellucide, son épaisseur, son intégrité, le cytoplasme, sa granularité, la présence de vacuoles, de corophractiles, etc., le globule polaire et l'espace périvétélin. Donc, comme vous voyez ici, ce sont tous des ovocytes de mauvaise qualité morphologique, sauf le premier, il est de morphologie normale. Mais dire un ovocyte de morphologie normale, ce n'est pas synonyme d'un ovocyte qui est compétent ou qui est de bonne qualité. En effet, ces méthodes morphologiques, ils présentent l'inconvénient d'être subjectifs, opérateurs dépendants, non reproductibles, à part leur faible qualité dans l'évaluation de la propre développement potentiel de développement de l'ovocyte. D'où le développement d'autres méthodes pour qualifier la qualité ovocitaire, à savoir la visualisation et l'évaluation du fuseau méiotique sous lumière polarisée, l'analyse chromosomique par les tests génétiques préimplantatoires pour l'évaluation du taux d'aneuploïdie, mais également d'autres analyses au niveau cytoplasmique telles que la mesure intracellulaire de la température, les marqueurs métaboliques principalement liés à l'activité et à la fonction mitochondriale, d'autres méthodes qui se basent sur des analyses des cellules du cumulus, telles que le dosage des marqueurs apoptotiques, l'analyse moléculaire, par exemple, l'expression des gènes gremlin, ou bien la longueur des télomères, mais également des analyses transcriptomiques, protéomiques et métaboliques au niveau soit du liquide folliculaire, soit des milieux de culture. Mais pas seulement que ça, la présence des vésicules germinatives au niveau de la cohorte des ovocytes recueillis peut également être retenu comme un critère de mauvaise qualité des ovocytes. Comme vous voyez ici, c'est une étude qui compare deux groupes de femmes. Un groupe de femmes avec la présence des vésicules germinatives au niveau de la cohorte, un groupe contrôle sans vésicules, et là on montre que les femmes qui présentent des vésicules germinatives au niveau de leur cohorte montrent des faibles taux d'implantation de grossesse avec une augmentation des détériorations de l'ADN au niveau des ovocytes. Quels sont les facteurs qui influencent la qualité ovocitaire ? Bien évidemment, les facteurs qui influencent la qualité ovocitaire ils sont très bien connus. À leur tête, le principal facteur, c'est le vieillissement. Le vieillissement, on a le vieillissement lié à l'âge maternel avancé, mais également le vieillissement post-ovulatoire. Donc, le processus de vieillissement, il est fortement lié à l'augmentation du stress oxydatif, à l'accumulation des RAS et à la dysfonction mitochondriale avec accumulation des altérations aussi bien quantitatives que qualitatives.
Donc la mitochondrie, elle est connue pour être le powerhouse, la centrale électrique de la cellule, qui permet de fournir de l'énergie pour l'ovocyte, pour assurer son développement, sa compétence, sa maturation, mais également pour soutenir la fécondation et le développement embryonnaire. Et comme le montre le schéma, plusieurs études, ils ont établi une corrélation positive entre la production d'ATP et le nombre de copies de l'ADN mitochondrial avec la qualité ovocytaire et le taux de maturation ovocytaire. Donc, ce phénomène d'altération mitochondriale liée à l'âge va se répercuter sur la qualité de l'ovocyte et va entraîner une panoplie d'altérations. Le plus connu, c'est les erreurs méiotiques dues à des anomalies du fuseau méiotique, défaut d'alignement du chromosome, mais également des modifications au niveau épigénétique, une perturbation de l'homéostasie calcique, mais également des altérations des conformations des protéines. Les autres, pas que le processus de vieillissement est impliqué dans l'altération de la qualité ovocytaire, mais plusieurs autres facteurs peuvent être une source exogène ou bien intrinsèque ou bien extrinsèque de ROS, de stress oxydatif, tels que les facteurs liés aux habitudes de vie, donc le tabagisme, la consommation de toutes sortes de drogues, l'exposition à des polluants environnementaux, l'activité physique, l'alimentation, le stress émotionnel, mais également les techniques d'AMP, notamment les phases de stimulation ovarienne, la phase de maturation in vitro ou bien in vitro et la manipulation des gamètes. Mais il y a également les facteurs intrinsèques liés à des pathologies associées telles que l'obésité, le diabète ou bien syndrome des ovaires polykystiques et l'endométriose. Sans oublier les causes génétiques avec la présence de plusieurs mutations sporadiques au niveau d'une panoplie de gènes qui sont impliqués dans la qualité et la maturation de l'ovocyte. Et là, ça constitue un groupe de patientes de mauvaise qualité qui sont souvent sous-diagnostiquées et difficiles à gérer. Donc, comment on peut améliorer cette qualité ovocytaire? Donc, vous pouvez comprendre qu'on va essayer d'agir sur ces différents facteurs de risque qui interviennent dans l'altération de la qualité. Donc, chose la plus simple, on va commencer par essayer d'intervenir au niveau des facteurs liés au mode de vie. Donc, il y a plusieurs études dans la littérature qui ont établi un lien entre les facteurs liés au mode de vie et les résultats de l'AMP. Là, l'originalité de cette étude, c'est qu'elle évalue l'impact des facteurs liés au mode de vie, sur tout le processus, en partant de la qualité des ovocytes jusqu'à la naissance vivante. Elle était menée sur 750 femmes, et où leur rythme de vie, leur mode de vie a été évalué par questionnaire en évaluant tous les facteurs, le stress émotionnel, l'alimentation, le tabagisme, etc. Et donc, on a bien démontré que les mauvaises habitudes alimentaires, aussi bien le tabagisme, l'alcoolisme, la consommation des sucres raffinés, des édulcorants artificiels, étaient positivement corrélés à différentes anomalies morphologiques ovocytaires. Par contre, les bonnes habitudes maternelles étaient négativement corrélées à des signes de dysmorphisme ovocytaire. Ceci s'est répercuté sur les résultats cliniques de l'ICSI, où on montre une altération des résultats avec la présence des facteurs, avec les habitudes, les mauvaises habitudes, et contrairement, une amélioration des résultats en adoptant un mode de vie healthy. Donc, une autre chose qui est intéressante, c'est que le régime hypocalorique et la baisse pondérale, donc plusieurs papiers parlent de leur intervention et leur impact sur l'amélioration de la fertilité, surtout sur l'ovulation, et surtout chez les femmes obèses ou bien SOPK. Mais là, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient de démontrer qu'un régime hypocalorique sous forme d'un jeûne intermittent permet également d'améliorer la qualité des ovocytes chez les femmes non obèses mais âgées. Donc le jeûne intermittent, donc un jeûne de 1 jour tous les 2 jours pendant 1 mois, était suffisant pour améliorer la qualité des ovocytes, en améliorant la compétence méiotique des ovocytes, le développement embryonique, la maturation cytoplasmique et nucléaire, et ceci en diminuant les anomalies au niveau du fuseau méiotique, en maintenant la bonne distribution des organelles cytoplasmiques, et les études transcriptomiques, ils ont montré que ceci était médié par le renforcement du système antioxydant lié à l'ANAD+, sirtuine 1.
Donc, dans ce même objectif de lutter contre les dégâts du stress oxydatif, maintenant une large gamme de traitements antioxydants elle est disponible sur le marché avec différentes molécules antioxydantes, vitamines, micronutriments qui sont soit en monothérapie ou bien en combinaison. Et plusieurs études ils ont essayé d'évaluer l'impact de ces traitements antioxydants sur la qualité des gamètes, soit après une administration orale en vue d'un potentiel effet in vivo, ou bien après une administration in vitro en l'ajoutant dans les milieux de culture au cours d'une FIV ou bien une MIV. Certains de ces antioxydants agissent comme des boosters de l'activité mitochondriale en jouant leur rôle protecteur sur la mitochondrie, soit en agissant directement sur les mitochondries ovocytaires ou bien au niveau des mitochondries des cellules du cumulus, telles que la mélatonine, DHEA, la coenzyme Q10 et ses dérivés. Particulièrement, la coenzyme Q10, elle paraît l'un des antioxydants des plus promoteurs, puisque les études sur les modèles murins ont montré que cette enzyme elle est impliquée dans la restauration des détériorations des ovocytes qui est liée à l'âge, en diminuant les lésions de l'ADN et en diminuant l'apoptose. Les études sur l'humain, les études in vitro ont montré que la coenzyme Q10 lorsqu'on l'ajoute au niveau du milieu de culture, pourrait être efficace, mais à des stades précoces, c'est-à-dire au cours de la MIV, mais pas vraiment au cours de la FIV. Les études in vivo, après une administration orale, montrent que la coenzyme Q10, elle est capable d'améliorer le micro-environnement folliculaire, qui est plus favorable au développement d'un ovocyte compétent, mais ceci ne se traduit pas nécessairement par une amélioration des taux de grossesse. Le resveratrol, c'est un puissant antioxydant, anti-âge, anticancérigène. Donc, une étude intéressante sur les ovocytes murins et sur les ovocytes humains montrait que l'ajout du resveratrol dans le milieu de la MIV permet d'améliorer la qualité des ovocytes maturés in vitro en améliorant la morphologie du fuseau méiotique et la bonne distribution des chromosomes. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'études humaines sur le resveratrol, il y a seulement cette étude, je pense. C'est une étude qui est contrôlée, randomisée et triple aveugle et menée chez des femmes souffrant d'un syndrome des ovaires polykystiques. Et on a montré qu'un traitement par le resveratrol à 800 mg par jour pendant 40 jours, avant le cycle de stimulation, permet d'améliorer la qualité des ovocytes. Donc, comme vous voyez sur le tableau, donc après traitement, en le comparant le groupe traitement par rapport au groupe placebo, donc on arrive à améliorer la qualité des ovocytes en ayant un taux significativement plus élevé des ovocytes de bonne qualité, avec donc une amélioration significative de la qualité embryonnaire. Mais là, au niveau des résultats cliniques, au niveau de taux de grossesse biochimique et de taux de grossesse clinique, il y a une amélioration, mais qui n'atteint pas le seuil de la signification. Donc, pour avoir une idée générale sur l'impact des traitements antioxydants sur les résultats cliniques de la FIV, donc cette Cochrane Database a inclus 63 études contrôlées randomisées, incluant 7760 femmes, et où ils ont comparé ces études, un groupe avec un traitement antioxydant contre un groupe placebo, ou bien un groupe sans traitement, ou bien un groupe recevant un traitement standard. Donc, les résultats généraux montrent que, au niveau de taux de naissance vivante, il pourrait y avoir une amélioration, mais les niveaux de preuve sont très faibles. Par rapport à la grossesse clinique, donc l'administration in vivo d'antioxydants pourrait également améliorer le taux de grossesse clinique, mais là aussi, le niveau de preuve il est faible. Pour tout ce qui est par rapport aux effets indésirables, on pense que l'administration des antioxydants n'était pas associée à une augmentation des effets indésirables, notamment des fausses couches, des grossesses multiples ou bien des grossesses ectopiques. Si on voit la stratification des résultats par rapport au type d'antioxydant et sur le taux de grossesse clinique, on trouve que la L-carnitine, elle est en tête de liste avec un odds ratio de 11,14. Suivi par la coenzyme Q10 avec un odds ratio de 2,5, puis viendront les autres, la combinaison des antioxydants ou bien les complexes vitaminiques avec un odds ratio aux alentours de 2,5. Sur le taux de naissance vivante, on trouve que la N-acétylcystéine et la combinaison des antioxydants montrent le meilleur odds ratio au niveau de l'amélioration du taux de naissance vivante.
Puis viendront les complexes de vitamine B. Au niveau de la stratification des résultats par rapport à l'indication du traitement, on trouve bien évidemment le syndrome des ovaires polykystiques en tête de liste avec le ratio le plus élevé. Puis on trouvera les mauvaises répondeuses et les faibles réserves ovariennes. Par rapport au taux de naissance vivante, toujours le syndrome des ovaires polykystiques, c'est la principale indication pour les traitements antioxydants. Mais à l'heure actuelle, donc, on ne peut pas vraiment tirer des conclusions robustes quant à l'efficacité des traitements antioxydants in vivo, et c'est dû, ça pourrait être expliqué par l'hétérogénéité des études au niveau de durée d'administration, des concentrations, de groupes des patientes qui sont traitées, ce qui rend la comparaison un peu difficile. À part les molécules qui sont connues, qui sont commercialisées, il y a certaines molécules qui sont en cours d'étude, au stade expérimental. Le nicotinamide mononucléotide est l'un des plus promoteurs. L'expérience, c'est un nouveau papier qui montre que les expérimentations sur la souris montrent que l'ajout du nicotinamide mononucléotide, donc l'administration in vivo en intraparitonial, permet d'augmenter le taux de NAD+, qui est connu pour être un élément primordial dans le métabolisme énergétique, et ça permettrait d'améliorer les résultats. Donc ça permettrait d'augmenter non seulement l'ovulation et la maturation des ovocytes chez le groupe âgé par rapport au groupe âgé non supplémenté par le NMN, mais également ça permet d'améliorer la compétence méiotique, la capacité à la fécondation, et également ceci à travers un maintien d'une structure normale du fuseau méiotique et des chromosomes, et également ça permettrait d'améliorer ou de restaurer la dynamique de l'ovastacine et la fixation des spermatozoïdes à la zone pudicide. L'analyse transcriptomique montre que l'effet bénéfique de ce facteur il est médié par la restauration de la fonction mitochondriale avec l'élimination des ROS accumulés, ce qui permettrait de diminuer les dommages de l'ADN et de l'apoptose. Donc, on peut déduire que la supplémentation de nicotinamide mononucléotide, c'est une approche qui est réalisable pour protéger les ovocytes des détériorations qui sont liées à l'âge maternel avancé en restaurant les niveaux du NAD+, et ce qui pourrait être utilisé sur l'humain pour des améliorations des résultats TMP chez les femmes âgées. Donc, par ailleurs, on trouve d'autres approches thérapeutiques qui sont plus complexes et plus sophistiquées et qui sont basées sur la mitochondrie. En effet, ces dernières années, donc, la mitochondrie est devenue la cible thérapeutique pour le rajeunissement des ovocytes. Et c'est principalement les thérapies de remplacement ou de transfert mitochondrial. On a plusieurs techniques. Les techniques de transfert cytoplasmique partiel, qui consistent en fait à injecter à peu près 1 à 5% des cytoplasmes à partir des ovocytes donneuses saines provenant des donneuses jeunes, au niveau de cytoplasme de l'ovocyte receveuse au moment de l'ICSI. C'est une technique qui a donné à peu près une trentaine de naissances vivantes jusqu'à l'année 2000, puis elle a été confrontée à certains problèmes éthiques dus à des problèmes de sécurité génétique liés à l'utilisation du matériel génétique hétérogène. Ce qui a orienté l'attention vers une source autologue de mitochondries, et d'où la technique de transfert de mitochondries autologues à partir des cellules souches. Les cellules souches peuvent être la plus utilisée, ce sont des cellules souches de la lignée germinale, surtout des cellules souches ovariennes, mais également des cellules souches de la cellule de la granulosa. Il y a quand même quelques essais avec les cellules stromales mésenchymateuses. Les autres techniques, ce sont les 4 techniques en bas, ce sont les techniques qui permettent un remplacement cytoplasmique total. Et ceci est basé sur soit le transfert de pronucléi à partir d'un ovocyte donneur vers l'ovocyte qui est receveur et nucléé, ou bien un transfert du fuseau méiotique, ou bien également le transfert soit du premier globule polaire, soit du deuxième globule polaire. Pour la technique de transfert des mitochondries autologues à partir des cellules souches ovariennes, au départ, la première série, qui a inclué 10 patients, montre des résultats encourageants, avec une amélioration significative de taux de fécondation chez le groupe de patientes qui sont traitées par le transfert autologue de mitochondries, en les comparant à leurs précédentes tentatives sans ces techniques, avec une amélioration des embryons de bonne qualité, mais sans pourtant atteindre la signification. Et le taux de grossesse était de 40% quand même chez des patientes qui n'ont jamais arrivé à avoir une grossesse après tant de tentatives.
Une autre étude qui vient d'être publiée et qui montre également des résultats encourageants chez 52 patientes qui ont en moyenne 5 échecs de tentatives de FIV. Et là, on prouve que le transfert de mitochondries autologues permettrait d'augmenter la qualité embryonnaire et également les résultats cliniques. Mais ces deux études, ils présentent l'inconvénient qu'ils ne disposent pas d'un groupe contrôle. On compare les patientes entre tentatives sans la technique de transfert mitochondrial et la technique avec. Donc c'était en 2019, c'était la première étude contrôlée, randomisée à triple aveugle qui a comparé, qui a divisé les ovocytes métaphase 2 recueillis, donc de manière randomisée en deux groupes avec technique de transfert ou bien sans. Et là, on montre que le taux de fécondation et le taux des blastocystes haploïdes étaient équivalents entre les deux groupes, soit avec la technique augmente, soit dans le groupe contrôle, avec même une diminution significative de taux de blastulation au niveau du groupe traité. Donc, ce qui laisse poser des questions sur l'efficacité de la technique, surtout qu'on trouve que le taux de l'ADN mitochondrial au niveau des cellules qui sont analysées par PCR en temps réel, il était équivalent entre les deux groupes et avec des taux de naissance vivante et des taux de grossesse étaient équivalents également. Donc plusieurs arguments peuvent expliquer cette non-efficacité. Ils sont surtout liés à la source des cellules germinales. Donc on disait que ces cellules germinales d'origine ovarienne, chez des femmes âgées, ils vont subir le même processus de vieillissement, ce qui met en question leur efficacité. Également, ils n'ont pas encore franchi le goulot d'étranglement génétique, ce qui pourrait également altérer leur qualité. Également, le fait d'isoler ces mitochondries, de l'exfolier du réticulum endoplasmique, ça permet également de diminuer leur fonction. Et le fait de transférer les mitochondries toutes seules, en rejetant d'autres protéines qui sont fonctionnelle et nécessaire, permet également de diminuer l'efficacité de la technique, sans oublier que cette technique nécessite une biopsie du cortex ovarien pour en retirer les cellules souches, ce qui reste un geste invasif et qui pourrait avoir un impact négatif sur la réserve et sur la fonction ovarienne. La deuxième technique la plus promoteuse, c'est le transfert du fuseau méiotique. Et c'était la première étude qui était publiée en 2020, et qui a inclus 25 patientes qui ont bénéficié de cette technique de transfert du fuseau méiotique. Ces patientes-là, ils ont une moyenne de 5,7 échecs de tentatives de FIV, et le fait de les traiter par le transfert du fuseau méiotique, on montre que le taux de fécondation, il arrive à 76%, avec le taux de blastocystes de bonne qualité aux alentours de 60%, et 5% des blastocystes étaient euploïdes. Le niveau de l'ADN mitochondrial résiduel d'origine maternelle était presque indétectable, inférieur à 1%, donc sur les 9 transferts effectués, donc on arrive à avoir 6 grossesses cliniques, ce qui est aux alentours de 66% de taux de grossesse. La suite de cette étude, c'est la même étude mais qui a été poursuivie pour suivre les grossesses et les naissances vivantes. Donc au total, 19 transferts ont été effectués avec 7 grossesses cliniques et 6 naissances vivantes, donc c'est aux alentours de 37% de taux de grossesse et 32% de taux de naissance. Le suivi des nouveau-nés jusqu'à 12 à 24 mois montre qu'ils sont apparemment en bonne santé. Donc c'est une technique apparemment safe. Et également, l'ADN mitochondrial résiduel était indétectable, sauf chez 5 nouveau-nés, sauf chez un seul nouveau-né, où on assiste à une inversion de l'ADN mitochondrial qui peut atteindre jusqu'à 30 à 60% de la totale à la naissance. Donc c'est une étude qui nous donne un aperçu sur la faisabilité de cette technique. Les ovocytes reconstruits sont capables d'être fécondés, de s'implanter, de donner naissance à des grossesses folliculaires à des nouveau-nés qui sont apparemment en bonne santé, mais il faut que ça soit validé avec des études à plus large échelle. Et après, le phénomène d'inversion de l'ADN mitochondrial, ça peut poser des problèmes aussi. Donc finalement, on ne peut pas parler de l'amélioration de la qualité ovocytaire sans évoquer la stimulation ovarienne et les traitements adjuvants, mais vraiment je ne vais pas trop m'étaler sur ce sujet puisqu'il est discuté en long et en large durant ces 2 journées.
Donc, il est indiscutable que le protocole de STEAM affecte la qualité ovocytaire et donc la qualité embryonnaire, mais là, il faut signaler qu'il y a très peu des études qui évaluent l'impact direct des protocoles de STEAM sur la qualité ovocytaire. Donc, l'évaluation porte surtout sur la qualité embryonnaire, que ce soit morphologique ou sur l'aneuploïdie, ou bien surtout sur les résultats cliniques de la FIVIC. Là, on va juste déduire qu'il y a une amélioration de la qualité, mais on n'a pas une preuve scientifique puisqu'il y a d'autres facteurs qui interviennent, à savoir la réceptivité endométriale. Et en plus, la plupart des études humaines destinées à évaluer l'impact des gonadotrophines sur la qualité des ovocytes, ils ont comparé surtout les différentes doses de gonadotrophines. Et les études préliminaires, ils ont montré des effets délétères, des doses élevées sur les résultats, sur la qualité embryonnaire et sur l'aneuploïdie, ce qui est en faveur de recours à une stimulation douce à la mild STEAM. Mais ceci était en désaccord avec les nouvelles données. En fait, c'est une large étude publiée en 2020 qui a porté sur à peu près 12 300 blastocystes où on a fait le PGT-A. Et les résultats montrent, donc on a divisé la cohorte en différentes tranches d'âge, inférieures à 35 ans, entre 35 et 37, entre 38-40, 41-42 et supérieur à 42. Donc au niveau des différentes tranches d'âge maternelles, on n'arrive pas à trouver une corrélation significative entre les différents paramètres de la stimulation avec le taux d'aneuploïdie, ni avec la durée de la STEAM, ni la dose totale des gonadotrophines, ni le nombre des ovocytes, ni le pic de stradiol, ni la taille du plus haut follicule. Cette étude également, plus récente, elle essaie de trouver le lien entre les anomalies chromosomiques de nouveau et le taux d'aneuploïdie, et elle est portée sur 1710 blastocystes qui sont biopsiés pour PGT-SR à la recherche des anomalies chromosomiques structurales et 190 blastocystes pour PGT-M à la recherche des anomalies chromosomiques monogéniques qui sont considérées comme un groupe contrôle. Et là également, on trouve que tous les paramètres de la stimulation, le protocole, soit agoniste, antagoniste ou bien avec blocage par la progestérone, ni la dose, ni la durée du STEAM, ni le nombre des ovocytes ou bien le pic d'estradiol n'étaient associés au taux des anomalies chromosomiques de nouveau. Et donc, en se basant sur ces récentes données, cette revue de la littérature qui compare la mild STEAM par rapport à la full STEAM, donc conclut que la mild STEAM ne permet pas d'améliorer la qualité ovocytaire. Donc, à part l'histoire des doses, donc, il y a les traitements adjuvants. Donc, il y a plusieurs traitements adjuvants qui peuvent être proposés, surtout pour les femmes âgées et les mauvaises répondeuses, afin d'améliorer la réponse à la STEAM. Mais est-ce qu'on va améliorer la quantité ou la qualité? Ça reste la question. On n'arrive pas à trouver une réponse parce que là, comme d'habitude, la plupart des études s'intéressent surtout sur le nombre des ovocytes recueillis et sur les résultats cliniques de la FIVIC. Donc, plusieurs traitements, les androgènes, le blocage par les antagonistes de la GnRH ou bien les pilules contraceptives, le PRP, plusieurs traitements adjuvants, mais il n'y a pas vraiment des études qui montrent un impact direct sur la qualité. Donc, j'ai trouvé ça pour la DHEA. Et cette étude, elle compare un groupe de patients âgés par rapport à un groupe de patients jeunes et un autre groupe de patients âgés qui sont traités par le DHEA. Et elle montre que pour un même nombre de ovocytes matures, donc, on arrive à avoir plus d'embryons de bonne qualité et des meilleurs résultats cliniques, que ce soit pour la grossesse ou pour la naissance vivante. Et donc, on peut penser à une amélioration de la qualité des ovocytes, ce qui a été confirmé par une analyse transcriptomique et par des mesures métaboliques qui a permis donc de trouver que le DHEA permettait d'augmenter le métabolisme mitochondrial, d'augmenter la production d'ATP, la respiration, et donc de ce fait, il permet d'améliorer la qualité des gamètes en diminuant le stress oxydatif. Pareil pour la GH, donc plusieurs études ont montré l'effet bénéfique de la GH, surtout chez les femmes âgées et les mauvaises répondeuses, mais là c'est une étude qui montre également l'intérêt de la GH chez les femmes jeunes, mais qui ont des échecs d'implantation répétés. C'est une étude qui a évalué l'impact sur la qualité ovocytaire. Donc, ils ont classé les ovocytes en 4 catégories selon leurs critères morphologiques, et un traitement par la GH pendant les 10 premiers jours de la stimulation permettait d'améliorer la qualité des ovocytes en augmentant significativement le nombre des ovocytes de bonne qualité de type A et de diminuer de façon significative les ovocytes de mauvaise qualité de type D.
Cette amélioration de la qualité des ovocytes s'est répercutée sur le taux de fécondation, sur le nombre de zygotes de bonne qualité, également sur la qualité des embryons, le taux de grossesse clinique et le taux de naissance vivante. Mais également, donc, une autre étude confirme également que la GH, le traitement par l'hormone de croissance, permettait également de réduire le taux d'aneuploïdie au niveau des blastocystes. Donc, comme vous voyez ici, le taux de blastocystes éploïdes était diminué chez les patients traités par la GH par rapport au groupe témoin et par rapport au self-control. Et cette amélioration de taux d'aneuploïdie était surtout notée au niveau de la tranche d'âge moins de 35 ans et la tranche d'âge 35 à 40 ans. Mais pour la tranche d'âge supérieure à 40 ans, on n'arrive pas à retrouver cet effet bénéfique de l'hormone de la croissance. Donc, pour synthétiser, donc, améliorer la qualité des ovocytes, ça nécessite une prise en charge intégrale de la patiente, lutter contre le stress oxydatif en essayant d'intervenir au niveau des facteurs liés au mode de vie. Les antioxydants in vitro, ça pourrait être efficace in vivo, donc ce n'est pas encore confirmé. Et également, il ne faut pas oublier de traiter les pathologies associées, donc un éventuel endométriome ovarien, syndrome des ovaires polykystiques, diabète, donc chose qui n'a pas été traitée dans ce topo. Et après, optimiser les protocoles d'estime en utilisant les différents adjuvants DHEA, hormones de croissance ou bien la LH recombinante. Et finalement, il y a les nouvelles thérapies avec les nouvelles molécules comme le nicotinamide mononucléotide et les thérapies mitochondriales. Pour conclure, donc l'amélioration de la qualité des ovocytes elle est impérative pour améliorer les résultats d'AMP. Il est important, par contre, de classer correctement la mauvaise qualité des ovocytes, car les interventions qui pourraient théoriquement améliorer la détérioration induite par le vieillissement seront d'une valeur limitée en présence d'obstacles génétiques. D'où l'identification du nouveau gène impliqué dans les fonctions ovocytaires permettrait peut-être dans l'avenir de construire ou de séquencer des panels de gènes candidats permettant d'identifier les patientes dont la qualité des ovocytes est génétiquement altérée afin de mieux orienter la stratégie thérapeutique. Donc, au fur et à mesure que notre compréhension des mécanismes biologiques et moléculaires impliqués au niveau ovocytaire et ovarien permettrait d'identifier de nouvelles interventions promoteuses visant à rajeunir la qualité ovocytaire, telles que la stimulation du NAD+, qui pourrait bientôt atteindre l'utilisation clinique. Donc, finalement, un traitement simple et non invasif serait éthiquement le plus acceptable et pourrait avoir un impact clinique significatif. L'utilisation des cellules souches de d'autres sources de cellules souches, à part les cellules souches d'origine ovarienne, comme les cellules souches stromales mésenchymateuses ou bien les cellules souches pluripotentes, pour le transfert autologue des mitochondries, reste à mieux approfondir et pourrait donc dans l'avenir donner des résultats intéressants. Finalement, il faut signaler qu'il y a la difficulté de mener les recherches sur l'ovocyte due à son caractère précieux et unique, et également la difficulté d'extrapoler les résultats obtenus chez l'animal à l'homme, ou bien les résultats obtenus par des études in vitro aux ovocytes in vivo. Donc finalement, il faut penser à la social oocyte freezing, à la congélation des ovocytes. C'est une technique efficace pour préserver les ovocytes contre les détériorations liées à l'âge maternel avancé. Et voilà, je vous remercie pour votre attention.